un grand merci pour votre présence aujourd'hui. Bienvenue à tous. Et donc, merci pour votre participation à cet atelier Transition ESSEC Alumni, 1 heure pour comprendre et s'adapter à la directive européenne CSRD. Donc, je remercie et passe la main à Marianne Carpentier, ESSEC Promo 2016, qui va du coup vous présenter tout ça. Merci. Merci Sonia et merci à tous d'être connectés aujourd'hui. Et merci surtout à ESSEC Transition Alumni d'organiser ces échanges et en particulier à Sandrine Benatar avec qui Ok, on a construit ok. cet atelier. Evet, c'est webinar. Alors pardon, je crois qu'il y Ouais. a un son qui n'est pas Ah coupé. oui, un micro. Marie, Je vais ouais, super, merci beaucoup. Alors, pour me présenter rapidement, donc je suis ESSEC 2016. J'ai démarré ma carrière en banque d'investissement. J'étais chez Natixis à l'inspection générale. Et ensuite, à partir de 2018, j'ai rejoint le conseil en stratégie et opération, d'abord chez Exton, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui appartient aujourd'hui à Accenture. Là, surtout sur des sujets, donc services financiers, donc je travaillais en banque. Et ensuite, j'ai rejoint Bain et compagnie, puis le cabinet Attali Associates, donc le cabinet de Jacques Attali, où j'ai fait plus de la stratégie et notamment de la stratégie prospective. Et c'est là que j'ai commencé à travailler vraiment sur des sujets ESG. J'ai fait des stratégies environnementales pour des grands groupes. J'ai travaillé notamment pour Vinci Immobilier, pour Veolia sur ce type de sujet, pour OCP, qui est la plus grande entreprise marocaine qui travaille sur les sujets d'agriculture. Donc des types d'industries et de secteurs très variés, mais avec un sujet commun autour de la transition environnementale. Et c'est pour ça que cette année, donc depuis 2023, je suis à mon compte. J'ai créé ma structure qui s'appelle July Advisory, qui est un cabinet de conseil spécialisé sur les enjeux RSE. Et je me suis moi-même formée à tous ces enjeux pour avoir des compétences plus techniques, comme par exemple autour du bilan carbone, autour des sujets de labellisation comme B Corp, comme le statut de société à mission. Également, et j'en reparlerai à la fin, ça me permettra de faire le lien avec la CSRD, sur un nouveau modèle de comptabilité intégrée qui s'appelle CARE, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc CARE pour comptabilité adaptée au respect de l'écologie, et également au sujet de réglementation. Pour moi, c'est des sujets qui peuvent apparaître comme ça, comme séparés, mais en fait qui sont complètement liés. Et c'est un peu le but aussi de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous présenter évidemment cette réglementation CSRD, mais de montrer à quel point elle est liée aux enjeux de stratégie et au fait de penser les choses d'un point de vue global. Alors, pour vous donner un petit peu l'agenda, oui, la présentation sera environ 40 minutes. On essaiera de s'arrêter à 13h15 maximum pour avoir quand même du temps pour les questions. Donc la présentation est en 3 temps, avec d'abord, je vais vous présenter un petit peu le contexte donc de la CSRD qui s'inscrit dans un ensemble de dispositifs de réglementation européenne et également au niveau français. Je vous parlerai également des autres initiatives à l'international. Certains d'entre vous ont peut-être entendu les controverses qui existent avec notamment l'ISSB, Emmanuel Faber, au sujet de la double matérialité qui est une spécificité de la CSRD, donc européenne. Ensuite, on parlera du contenu. Avec surtout, je ferai un comparatif entre la CSRD et la directive précédente, qui était la NFRD, et donc Non-Financial Reporting Directive, qui avait été créée en 2017 et qui organisait la DPEF. Donc, désolé pour tous les acronymes, c'est un petit peu le problème quand on parle de ces sujets réglementaires. Il y a beaucoup d'acronymes, donc DPEF, Déclaration de performance extra-financière, qui était le document à produire jusqu'à présent, jusqu'à cette année, et qui va être remplacé euh, à partir de l'an prochain par le rapport de durabilité. Je vous donnerai également un petit peu de détails sur les normes ESRS qui ont été adoptées par la Commission européenne en juillet de cette année. Donc c'est vraiment très très récent. Et enfin, on parlera plutôt des sujets de concrétisation, donc avec un calendrier, des conseils pour la mise en œuvre, et c'est là que je vous parlerai de l'exemple du modèle CARE. Avant de rentrer tout de suite dans le contexte, je voulais vous passer des messages clés
parce que je pense que c'est important justement pour ce type de présentation réglementaire. Le premier, c'est que la CSRD n'est pas neutre. Donc, cette directive, parfois, c'est ce qu'on pourrait croire quand on parle de réglementation. C'est que voilà, c'est un ensemble de choses, de cases à cocher, de données à partager, que c'est un peu pénible aussi. Parfois, c'est comme ça que ça peut être vu. Euh, et parfois, on a l'impression que c'est neutre, un peu comme enfin, la justice. Enfin, voilà, on a l'impression que c'est des entités qui nous tombent dessus de façon complètement froide enfin, la bureaucratie, souvent, on la voit pas comme ayant une vision, alors qu'au contraire, la CSRD, elle a une vraie vision du rôle de l'entreprise. Elle peut se rapprocher d'ailleurs à ce titre de la loi Pacte en France, qui précise le rôle de l'entreprise dans la société. Et de ce point de vue-là, elle a plutôt une vision ambitieuse par rapport à la transition. Et c'est ça qui la distingue notamment des autres initiatives de standardisation à l'international. Donc ça, c'était le premier point sur la neutralité. Le deuxième point sur la donnée. Alors peut-être que certains d'entre vous qui s'intéressent à ce sujet-là ont entendu que voilà, on allait encore demander énormément de choses aux entreprises et notamment beaucoup de données et avoir l'impression que le sujet principal, c'est comment capter le plus la donnée, comment automatiser le reporting. Enfin, finalement, et transformer ce sujet en un sujet très technique. Alors c'est vrai qu'il va y avoir plus de données qu'avant à collecter. Mais finalement, c'est moins vrai depuis justement la publication en juillet des normes, parce que les FRAG, donc, qui est la commission qui a créé les standards, est revenue et a tenu compte hein, des critiques qui avaient été remontées. Donc, on a diminué de quasiment 50% en fait la charge de données. Et ensuite aussi parce que les entreprises pourront choisir, enfin c'est pas qu'elles pourront choisir, c'est qu'elles choisiront en fonction de leur modèle d'affaires ce qui est important à transmettre comme données. Donc quand je vais vous présenter toutes les normes qui ont été créées, en fait toutes les entreprises ne devront pas forcément répondre à toutes les normes. Donc voilà, je voulais un petit peu déminer ce point sur l'importance des données et la charge administrative. En fait, ce qui compte avant tout, avant la donnée, c'est le sens. Et c'est plutôt de comprendre, donc d'expliquer la stratégie de l'entreprise, d'expliquer comment les enjeux de durabilité s'inscrivent dans la stratégie de l'entreprise. Et ensuite, la donnée, ça va être un peu la sortie, mais c'est pas le sujet d'entrée. Et enfin, dernier point sur lequel je voulais insister, mais qui est lié finalement aux deux précédents, c'est que la CSRD présente en fait plutôt une opportunité. Il faut la voir comme une opportunité plutôt qu'une contrainte, parce que précisément, elle a une ambition qui est de mettre en cohérence la stratégie de l'entreprise avec ses ambitions chiffrées. Et donc, pour ça, finalement, il ne faut pas l'avoir comme une charge annexe et quelque chose à remplir en plus de tout ce qu'on fait déjà, mais plutôt comme quelque chose à mettre au centre et qui peut aider à construire la stratégie. Donc, ce n'est pas juste un sujet réglementaire et un formulaire à cocher, mais ça peut être vraiment très utile pour construire un plan stratégique. Voilà pour ces points d'introduction. Je vous propose de passer donc au contexte. Euh, Désolée, je pense qu'il y a un micro encore, si vous pouvez juste couper les micros pour pas qu'il y ait d'écho. Merci. Donc le reporting extra-financier, oui, là ce que je voulais vous présenter, désolé pour la slide, on vous enverra après toutes les slides, c'était pour que vous ayez du contenu, mais ça peut paraître un peu lourd, je vais essayer de simplifier. C'était pour vous présenter le fait que la CSRD s'intégrait dans une dynamique plus large des politiques publiques qui visent justement à orienter l'économie vers des objectifs de durabilité. Donc, finalement, en chapeau, on peut avoir ces objectifs de durabilité qui sont partagés au niveau international, comme par exemple l'accord de Paris, comme les objectifs de développement durable de l'ONU, et comme enfin, voilà, d'autres initiatives assez transverses. Et ensuite, en termes de politique publique, il peut y avoir différents instruments qui vont permettre d'atteindre ces objectifs. Donc, il peut y avoir des restrictions légales, donc ils vont tout simplement interdire certaines activités dangereuses. Il peut y avoir ensuite des systèmes plutôt autour de la monétisation des externalités. Et par exemple, tous les mécanismes de prix du carbone et par exemple de taxes carbone qui ont existé, enfin, qui existent encore en Europe. Voilà, c'est cette idée-là qu'en mettant des prix, on va permettre de réguler les marchés.
Il y a tous les systèmes également d'investissement public et de subvention pour des activités. Donc là où ça va être, plutôt que d'interdire des choses dangereuses, d'en encourager des sujets, d'encourager des sujets vertueux. C'est notamment le sens aux États-Unis de l'IRA, Inflation Reduction Act. Donc le nom n'est pas forcément très, très significatif pour tout le monde, mais derrière, en fait, c'est beaucoup de subventions pour les énergies vertes. Et donc, voilà, c'est tout à fait dans ce sens, dans ce sens-là. Et enfin, le dernier axe pour les politiques publiques, ça peut être d'orienter les flux de capitaux vers des investissements qui ont qui portent ces enjeux de durabilité. Et ici, on a plusieurs mécanismes qui peuvent jouer, comme la taxonomie, par exemple, c'est le sens voilà, de la taxonomie verte. Donc, c'est de classifier des activités selon leurs critères verts, et ensuite, on espère que on va plutôt orienter les investissements vers ce type d'activité. Ça peut être également la régulation du secteur financier. Et enfin, et là c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la publication de reporting de durabilité, de reporting extra-financier, avec l'idée derrière qui est que le partage de l'information va permettre aux acteurs économiques d'avoir justement toutes les clés en main pour agir, et aussi l'idée que de la rationalité des marchés qui ferait que avec une information claire, on prendrait des décisions qui iraient dans le bon sens. Voilà, ça c'est disons les principes qui sont derrière ces idées-là, mais c'était pour replacer la CSRD dans ce contexte-là et bien préciser que voilà, c'est une des briques des politiques publiques. La CSRD, toujours pour parler... Non, pardon, ça ne laisse pas... Oui, voilà. Donc la CSRD, elle est également une réponse aux limites de la directive précédente qui s'appelait donc la NFRD, Non-Financial Reporting Directive, qui avait donc été transposée en droit français en 2017. Euh, qui s'appliquait aux sociétés, aux grandes entreprises de plus de 500 salariés avec un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros et qui devait publier des informations extra-financières, donc dans le rapport dont je parlais tout à l'heure, la DPEF, sur des sujets variés, donc déjà sur l'environnement au sens large, pas uniquement le changement climatique, également sur des sujets sociaux, donc de responsabilité sociale et du traitement des collaborateurs, sur la lutte contre la corruption, le respect des droits de l'homme et des sujets de gouvernance. Euh, donc il y avait déjà évidemment des mérites dans cette directive et dans ce rapport, et finalement de nombreuses choses sont reprises dans la CSRD. C'est pour ça que toutes les entreprises qui vont être soumises à la CSRD, qui étaient déjà soumises à la NFRD, vont finalement pouvoir quand même capitaliser sur tout le travail qui avait été fait. En revanche, les limites, et donc ce qui explique pourquoi on est passé à la CSRD, c'est d'abord un manque de normalisation et de comparabilité. Donc il y avait déjà quand même beaucoup d'indicateurs à reporter, mais sans méthode de calcul, enfin sans méthodologie uniforme, sans audit externe également, ce qui faisait que ça laissait beaucoup de liberté à chaque entreprise dans la manière de reporter, et donc qui empêchait la comparabilité entre les entreprises. Euh, Ensuite, il y avait moins d'informations, avec notamment pas d'analyse. Donc, enfin, je vous le présenterai après, même si on parlait déjà de sujets environnementaux de façon assez large. Il n'y avait pas d'analyse de matérialité et pas de prise en compte notamment de la double matérialité, comme c'est le cas pour la CSRD. Et enfin, c'est le champ d'application qui change énormément, puisque la NFRD donc, concernait uniquement les entreprises de plus de 500 salariés, et sans prendre en compte aussi l'ensemble de la chaîne de valeur, alors que la CSRD va s'appliquer à des entreprises plus petites. Et donc, enfin, je vous donnerai le détail après, mais c'est environ 5 fois plus d'entreprises au niveau européen qui vont être concernées. Euh, Donc, je ne vais pas non plus rentrer dans tout le détail des textes législatifs qui existent, mais pour vous dire que la CSRD donc, s'intègre bien dans une stratégie globale euh, du, du pacte vert européen.
Euh, et, et que et que donc elle est à prendre en compte avec les autres textes comme la taxonomie, comme la SFDR pour les sujets financiers. Euh, il ne faut pas forcément la voir comme quelque chose qui s'ajoute, mais plutôt qui s'intègre. Et là encore, enfin, ça reprend mon propos d'introduction. C'est pas forcément une charge supplémentaire. Parce que dans le reporting de durabilité, en fait, tous ces éléments-là pourront être présentés. Parfois, des sujets, par exemple, pour les acteurs des services financiers, pourront avoir des sujets communs entre SFDR et CSRD. Il ne faudra pas les faire deux fois. Ça pourrait être mis en commun. Même chose pour la taxonomie verte. Donc, l'idée, c'est plutôt de prendre conscience du fait que c'est une brique dans un ensemble cohérent et non voilà, quelque chose qui s'ajoute et qui rajoute une charge à l'ensemble. Et enfin, au niveau du contexte, je voulais vous parler des autres initiatives qui existent à l'international. Là, j'ai présenté les principales, mais sachez qu'il en existe aussi à l'échelle de certains pays. Par exemple, l'Angleterre, le Japon, Singapour sont en train de développer leurs propres normes ESG de reporting. Là, c'est les initiatives qui sont, enfin, remarque, là, j'ai indiqué aussi les États-Unis, mais voilà, c'était pour vous présenter les initiatives au niveau international qui se structurent. Pour la CSRD, c'est vraiment une initiative européenne qui, donc au niveau du normalisateur, c'est l'EFRAG. Donc l'EFRAG, c'est une association qui est soutenue par la Commission européenne, mais qui n'est pas liée directement non plus à l'Europe. C'est une association internationale qui a été créée au début des années 2000 avec pour but, en fait, c'était une institution comptable dont le but était de porter la voix européenne sur la création des standards comptables IFRS. Et donc, c'est là aussi la différence de la CSRD par rapport au texte précédent, c'est qu'elle est vraiment directement liée au sujet de comptabilité. Parce qu'à la fois au niveau européen et au niveau international, donc de l'ISSB, en fait, derrière, c'est vraiment des normes comptables générales et donc des normalisateurs qui étaient en comptabilité classique, donc financière, qui ont souhaité se positionner sur le sujet des normes extra-financières. Donc ça, c'est vraiment une différence aussi majeure par rapport à ce qui se passait avant. Et avec le léger problème qu'on a en parallèle, finalement, une initiative européenne et une initiative internationale. Je précise bien internationale parce que parfois on a tendance à dire que les IFRS et donc derrière donc ISSB, c'est pour International Sustainability Standards Board, qui a été créé donc par le Bureau international des normes comptables. On pense parfois que c'est les États-Unis qui sont derrière. Non, en fait, c'est vraiment international. Alors, le siège est basé, il me semble, aux États-Unis, mais le président actuel de l'ISSB, c'est Emmanuel Faber, donc, qui a été précédemment PDG de Danone. Et voilà, et justement, les États-Unis, eux, ne reportent pas en IFRS au niveau comptabilité, et même là, au niveau donc de ces normes extra-financières, la SEC, la Securities and Exchange Commission, a créé ses propres normes. Donc voilà, il ne faut pas forcément confondre IFRS et États-Unis. En revanche, il y a bien une forme de concurrence, peut-être que c'est pas le bon mot, entre l'Europe et les IFRS. On pourra y revenir peut-être plus tard ou dans les échanges par rapport à la tribune d'Emmanuel Faber dans Le Monde récemment qui critiquait justement la double matérialité qui est au cœur de la CSRD. Euh, mais voilà, c'était pour vous montrer que, il y avait différentes initiatives en cours, que pour le sujet climatique, qui est pour l'instant le sujet le plus développé d'un point de vue de la norme, la norme donc CSRD
et alignés avec les IFRS, parce que le but, c'est quand même aussi d'essayer de s'aligner et pas de créer une multitude de référentiels auxquels les entreprises devront répondre. Pour les autres ESRS, donc pour les autres standards en dehors du changement climatique, pour l'instant, donc, que ce soit les IFRS ou aux États-Unis, rien n'a été publié, donc on ne peut pas comparer. Et peut-être que rien ne sera publié d'ailleurs. Donc voilà, potentiellement, c'est la CSRD qui a en tout cas la vision la plus ambitieuse et la plus complète pour ces normes environnementales, sociales et de gouvernance. Euh, voilà, donc pour simplement vous dire, oui, au niveau de l'application, donc je vous redonnerai le détail après des entreprises, mais en France, donc enfin en Europe, c'est les entreprises donc soumises à la CSRD. Aux États-Unis, ce sera les entreprises cotées en bourse aux USA. Et donc pour les IFRS, et c'est là qu'il y a potentiellement un sujet, l'ambition, c'est que ce soit l'adoption par les juridictions des pays qui ont déjà adopté les IFRS, donc potentiellement en Europe, avec donc ce risque qu'on ait deux types de normes extra-financières en Europe, donc celles qui viendraient de l'EFRAG et celles qui viendraient des IFRS. Voilà, désolée, je sais que c'est peut-être un petit peu compliqué, ça fait aussi beaucoup d'acronymes, mais je voulais poser ce contexte international et on pourra revenir un petit peu plus en détail dessus après. Ensuite, sur le sujet du contenu, voilà, donc les évolutions principales de la CSRD par rapport à la directive précédente. D'abord, donc c'est une typologie plus large d'entreprises concernées, avec 5 fois plus d'entreprises au niveau européen. Donc on aura environ 50 000 entreprises, alors qu'avant c'était 11 000, donc ça au niveau européen. Les critères des entreprises qui devront répondre, donc ce sont les grandes entreprises qui ont deux des trois critères suivants, donc plus de 250 salariés, plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 20 millions d'euros de bilan. Ensuite, il y aura les PME cotées qui répondent à deux des trois critères suivants. Donc là, ça peut être vraiment des petites structures à partir du moment où elles sont cotées. Donc des structures de 10 à 250 salariés, ayant un chiffre d'affaires compris entre 700 000 euros et 40 millions d'euros, et un bilan entre 350 000 euros et 20 millions d'euros. Et enfin, et ça c'est aussi une nouveauté, c'est les entreprises qui interviennent sur le continent européen, donc des entreprises étrangères, et dont le chiffre d'affaires en Europe dépasse 150 millions d'euros. Donc ça, c'est toutes les entreprises qui, à terme, seront concernées par la CSRD, sachant que toutes n'ont pas le même calendrier d'application. Donc en fait, pour le plus proche, c'est-à-dire 2024, avec une application, enfin, premier rapport publié en 2025 pour les résultats de l'année 2024, ce sera en fait les mêmes entreprises que celles qui sont actuellement soumises à la NFRD. Et ensuite, il y aura un calendrier différé pour les autres entreprises. Ça, on y reviendra tout à l'heure, je vous présenterai le calendrier. Au niveau la deuxième modification principale, c'est au niveau du reporting, avec une vérification qui est plus exigeante et la présence d'un OTI, donc un organisme tiers indépendant, qui va faire l'audit externe du rapport, ce qui n'était pas fait pour la DPEF. Et enfin, c'est le contenu qui est aussi plus détaillé. Donc, il est enrichi à la fois en termes de contenu sur les différents points environnementaux et sociaux, avec des points de données plus précisément définis. Une méthodologie également qui est plus précise. Ensuite, ce qui est très important et qui a une différence également par rapport au texte précédent, c'est qu'on demande aux entreprises de présenter leur plan de transition et le plan de financement associé. Donc, il ne s'agit pas simplement d'avoir des objectifs, des cibles à 2030 et à 2050, mais également de montrer comment la trajectoire financière va suivre ces objectifs et donc comment l'entreprise s'assure que sa trajectoire est réaliste et comment elle va le piloter. Et ça, c'est aussi pour éviter tous les risques liés au greenwashing. Et enfin, et je vais vous le présenter plus en détail, c'est le principe de double matérialité
qui est vraiment au cœur de la CSRD et qui justement la distingue des autres initiatives à l'international, comme les initiatives liées aux IFRS et à l'ISSB d'Emmanuel Faber dont je parlais tout à l'heure. Donc la double matérialité, on en entend beaucoup parler, mais pour reposer les choses, pour que ce soit bien clair, en fait, si on parle d'abord de la matérialité simple, qu'on peut aussi appeler matérialité financière, c'est le fait de prendre en compte les impacts liés aux évolutions environnementales pour l'entreprise. Donc par exemple, qu'est-ce que le fait de vivre dans un monde à 2 degrés ou alors d'avoir des inondations, qu'est-ce que ça va présenter comme risque, voire comme opportunité potentiellement pour une entreprise et comment ça se traduit financièrement? Est-ce qu'il faut passer des provisions pour anticiper une crue de la Seine? Enfin voilà, c'est tous ces sujets-là qui vraiment se traduisent assez directement de façon financière. C'est ce qui, dans le langage de la CSRD, s'appelle aussi les risques et opportunités et qui peuvent vraiment se traduire directement en termes financiers. Et ensuite, il y a aussi une autre matérialité qui est la prise en compte des impacts des activités de l'entreprise. Bon, là, j'ai indiqué sur la nature, mais en fait, c'est de façon plus large sur son écosystème, donc sur les équilibres naturels, mais aussi sur les humains. Et ça, c'est ce qui, dans la CSRD, s'appelle des incidences. Donc, nous, on parle aussi d'impact, mais voilà, pour les termes officiels de la directive, c'est les incidences. Et là, c'est pas forcément directement traduit en termes financiers, même si le but ensuite, c'est quand même de le prendre en compte. Mais voilà, c'est des considérations qui peuvent être euh, qui peuvent être basées sur justement une comptabilité biophysique, sur des données qualitatives et dont la traduction financière n'est pas forcément immédiate. La CSRD indique également que dans la prise en compte des parties prenantes, on pourrait imaginer, mais ça c'est après libre à chaque entreprise de définir ses parties prenantes, imaginer que la nature est une partie prenante. Donc là, c'est tout à fait en lien avec cette idée de la double matérialité, parce que en fait, la matérialité, enfin les analyses de matérialité sont basées sur ce qui est matériel, donc important pour les parties prenantes. Et à partir du moment où on considère que la nature peut être une partie prenante, effectivement, on doit prendre en compte donc ce deuxième type de matérialité pour l'analyse de la stratégie d'une entreprise. Euh, Ensuite, voilà, c'était pour vous présenter les normes ESRS qui définissent donc les attentes de la CSRD. Euh, et, et là, donc, ça, c'est des normes qui ont été précisées. Donc, je pourrais vous envoyer dans le mail peut-être le document qui fait près de 300 pages, qui a été donc adopté en juillet 2023 et qui précise pour chacun de ces items tout ce qui est attendu. Comparé au texte qui avait été présenté en 2022, donc je vous ai dit qu'il y a eu quand même environ 50% des points de données qui ont été supprimés pour alléger la charge de reporting. Mais en revanche, tous les principaux items ont été conservés. Donc il y a des normes qui sont transversales, donc, il présente les principes généraux, toutes les informations liées à la stratégie de l'entreprise, justement à l'analyse de matérialité, enfin voilà, tout un peu qui pose le cadre de l'analyse. Et ensuite, des normes thématiques, donc qui portent sur les sujets ESG, donc sur l'environnement, le changement climatique, qui pour l'instant est la norme la plus aboutie et surtout la plus urgente pour les entreprises en termes de calendrier. Ensuite, la pollution, eau et ressources marines, biodiversité et écosystèmes. Et enfin, les sujets d'utilisation des ressources et économie circulaire. Donc ça, c'est pour les sujets environnement. Au niveau social, il y a la partie donc employés. Point important, c'est que employés, c'est pas uniquement les employés directs d'une entreprise, mais également on intègre les prestataires, enfin tous ceux qui travaillent directement pour l'entreprise, quel que soit le statut de leur contrat. Ensuite, il y a tous les travailleurs de la chaîne de valeur, les communautés affectées et enfin les consommateurs et utilisateurs finaux. Et enfin, une norme sur la gouvernance. Donc ça, ce sont les normes qui ont été publiées à date. Euh, il y aura également des normes sectorielles
priori, il devrait y avoir 40 secteurs qui seront définis, qui devraient être publiés à partir, enfin, pour une première version à partir de 2024, mais pas applicables avant 2026. Voilà. Donc, là, pour l'instant, en fait, ces normes-là s'appliquent à toutes les entreprises qui vont devoir reporter. Sachant que, en fait, ça, c'est vraiment la vision la plus totale. Toutes les entreprises ne devront pas reporter sur tout si leur activité n'a pas forcément de lien avec ces sujets-là. Il faudra simplement, dans l'introduction, et justement, c'est ce qui est précisé dans le SRS 2, expliquer qu'une analyse d'importance a été faite et expliquer pourquoi certains items n'ont pas été retenus. L'explication peut être relativement succincte pour la plupart des items, sauf pour pour le ESRS E1, changement climatique, où là, pour expliquer que l'activité d'une entreprise n'a vraiment pas de lien avec le changement climatique, il faut avoir une argumentation détaillée, mais qui peut se justifier. Mais voilà, c'est surtout pour ce sujet-là qu'il faudra avoir une explication détaillée. Donc tout ça pour dire que quand on reçoit les 300 pages, on peut avoir l'impression que c'est énorme, mais en fait, tout ne s'applique pas parce que le but, c'est justement de sélectionner les normes qui concernent l'entreprise. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, c'était donc la première norme sur le changement climatique pour vous dire simplement que, elle est vraiment liée aux autres initiatives internationales, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Elle est alignée donc avec l'ISSB et aussi avec les initiatives américaines, sauf pour un seul sujet sur lequel la CSRD est donc là un petit peu plus ambitieuse, qui est l'énergie, avec des données liées à la consommation, au mix énergétique, qui sont demandées dans la CSRD, qui ne sont pas dans les autres initiatives. Euh, donc les autres normes, là, pareil, je vais pas détailler, mais vous l'aurez ensuite dans le support, mais vous voyez les types d'informations qui sont demandées pour chacun des items environnement et qui permettent justement d'avoir une comparabilité entre les différentes entreprises qui vont reporter. Et également, je vous ai mis quelques points de détail sur les indicateurs au niveau social. Donc voilà, vous voyez conditions de travail, égalité des chances. Et là, on retrouve quand même beaucoup de choses qui étaient déjà présentes dans la DPEF, finalement, sur ce sujet social. Peut-être juste sur la chaîne de valeur, où on a quand même plus de choses qu'avant. Enfin, donc il nous reste 10 minutes pour parler de la concrétisation. Donc, je voulais vous présenter voilà, un petit peu le calendrier pour dire deux messages. À la fois, oui, il faut aller vite parce que c'est vrai que ça va démarrer finalement rapidement. Ça commence donc dès 2024, dès janvier 2024. Il faudra que les entreprises qui sont actuellement soumises à la NFRD soient en mesure de structurer leur pilotage pour pouvoir produire en 2025 les premiers rapports de durabilité conformes à la CSRD. Et donc, euh, voilà, avoir aligné tout dès 2024 pour que le reporting 2025 soit facilité. En revanche, donc la préparation, oui, est urgente, mais, et c'était notamment l'objet du texte qui a été publié en juillet de cette année, il y a plusieurs exemptions de publications qui ont été faites et qui rendent quand même la charge un petit peu plus acceptable pour le démarrage. C'est-à-dire que pour quasiment toutes les normes environnementales, sauf celles pour le changement climatique, il y a un an d'exemption de publication. Donc ça laisse quand même un an pour pouvoir mettre en marche l'ensemble de l'organisation du reporting. Et c'est même 2 ans pour la norme sur la biodiversité qui est potentiellement plus difficile à mettre en œuvre. Bon, on peut regretter ce choix parce que c'est quand même un sujet majeur, mais en tout cas, d'un point de vue charge de reporting, ça laisse un petit peu plus de temps aux entreprises pour s'adapter. Même chose pour toutes les normes sociales. Il y a un an d'exemption pour certaines, voire 2 ans pour d'autres. Donc c'est surtout pour la norme sur le changement climatique que là, il faudra être prêt rapidement, sauf pour le scope 3, avec là aussi un délai pour les plus petites structures.
Ensuite, le calendrier. Donc là, à chaque fois, vous voyez l'année qui est indiquée, c'est le reporting à partir de l'année, mais la publication, elle se fait en N+1. Donc, les premiers rapports de durabilité seront produits en 2025. Ensuite, donc, ce sera les grandes entreprises qui répondent aux critères que je vous avais présentés tout à l'heure. Pour les PME cotées, finalement, ce sera seulement à partir de 2026, donc pour publication en 2027. Et enfin, pour toutes les entreprises non européennes, ce sera 2028, donc pour publication en 2029. Donc c'est à la fois urgent, parce que ça démarre finalement dans quelques mois, mais en même temps avec un calendrier qui est quand même assez souple, des exemptions de publication, donc qui font que finalement en 2024, on va pouvoir se mettre en ordre de marche pour que ça se passe bien, et a priori, il ne devrait pas y avoir trop de sujets si les entreprises s'y mettent dès maintenant et dès 2024. A priori, les reportings devraient être produits correctement. Euh, alors, quelques conseils pour passer donc à l'opérationnalisation avec un principe clé qui est de ne pas confondre vitesse et précipitation. Et ça revient un petit peu au point que je vous avais donné en introduction, qui est que parfois, et ça peut être le message aussi de certains cabinets, voilà, où on va insister sur la donnée, sur la charge réglementaire, sur l'automatisation, où on veut tout simplifier, on va proposer des solutions clés en main aux entreprises en leur disant vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Voilà, moi je pense que c'est pas cette approche-là qu'il faut avoir pour la CSRD, parce que aussi c'est une vraie opportunité pour repenser sa stratégie. Et donc les conseils que je donne sont plutôt alors pas de prendre du temps, mais en tout cas de faire les choses de façon intelligente et utile pour l'entreprise et pas juste de penser à répondre à l'obligation réglementaire. Donc dans les conseils, il y aurait le fait de réaliser une analyse prospective de l'entreprise parce que ce sera utile de toute façon ensuite dans la CSRD pour expliquer comment on a défini des objectifs. Il faut définir des objectifs pour 2030 et c'est même recommandé pour 2050 avec des paliers tous les 5 ans. Donc à la fois pour la stratégie climat, donc ça c'est le point essentiel, mais aussi pour tous les autres enjeux. C'est bien d'avoir un plan de transition qui est lié aussi au plan de financement. Donc le fait d'élaborer ça, une analyse de matérialité, ça, de toute façon, il faut le faire parce que c'est quelque chose à reporter le reporting de durabilité, avec des éléments factuels, avec notamment un bilan carbone. Alors oui, pour information, dans la CSRD, la norme qui est utilisée, ce n'est pas le bilan carbone de l'ADEME, même si ça peut, en fait, c'est compatible, c'est le GHG protocole, mais en fait, le bilan carbone est compatible avec le GHG protocole, donc voilà, ça va même plus loin, et donc ça permet de répondre aux exigences de la CSRD. Euh, Ensuite, de créer ou d'aligner le plan stratégique avec ces éléments. Et là, c'est pour ça que je vous disais que c'était vraiment une opportunité de repenser le plan stratégique ou s'il y a un exercice qui est en cours, bah, vraiment d'intégrer tous ces éléments liés à la CSRD pour l'orienter. Et enfin, et finalement c'est la dernière étape, d'identifier les données qui sont nécessaires au suivi et d'organiser leur collecte quand elle n'est pas opérationnelle. Mais vraiment de ne pas commencer par la donnée et par un peu la panique sur comment on va récupérer la donnée, mais plutôt de structurer les sujets, de poser l'ambition, poser les cibles et enfin s'intéresser à comment on fait le reporting, comment on suit régulièrement. Il me reste quelques minutes pour simplement vous parler du modèle comptable CARE, parce que c'est un modèle donc, auquel moi j'ai été formée et auquel je m'intéresse particulièrement, mais qui a vraiment du sens par rapport à la CSRD, parce qu'il permet de couvrir, une analyse avait été faite, environ 90% des exigences relatives à la CSRD, c'est-à-dire que si on rentre dans une démarche CARE, finalement on est déjà compatible ensuite avec la CSRD et ça facilite grandement les choses. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais pour vous présenter CARE, donc c'est un modèle qui a été créé il y a une dizaine d'années par des chercheurs français, mais qui depuis a fait l'objet d'expérimentations dans des entreprises, et surtout dans des grandes entreprises, comme LVMH, comme le groupe Rocher, Carrefour, Ferme d'Avenir aussi, avec beaucoup d'expérimentations dans le domaine de l'agriculture. Et c'est un système comptable qui permet de prendre en compte les enjeux écologiques, donc naturels et humains, au même titre que les enjeux financiers. Parce que ce que CARE fait, c'est qu'il propose donc des bilans, des comptes de résultats, tous les documents financiers, en présentant les capitaux donc naturels et humains au même titre que les capitaux financiers. Pour vous expliquer rapidement, mais si ça vous intéresse, je vous donnerai ensuite des références pour aller plus loin. Un capital au sens de CARE,
En fait, c'est une entité capitale, donc c'est quelque chose qu'on doit préserver en soi. Donc, par exemple, un être humain, une forêt, une rivière, et qui sont liés à l'activité d'une entreprise. Donc, évidemment, c'est un capital si l'entreprise a une activité sur cette rivière. Ce qu'on va faire, c'est que pour les traiter comptablement, on va définir leur bon état écologique en soi, et pas en termes de services rendus par cette rivière, qui est là la vision matérialité simple. C'est pour ça que le CARE a vraiment la double matérialité au cœur même de sa création, parce qu'on réfléchit au bon état écologique, donc au bon état de santé en soi, et non pas par rapport à ce que ça pourrait rapporter à l'entreprise. Et finalement, donc ça, c'est une définition qui va être basée sur des données biophysiques, donc qui n'est pas forcément monétaire. Donc c'est pour ça qu'on ne monétise pas la nature. Parfois, c'est des critiques qui peuvent être portées. C'est pas du tout ça. On définit un bon état par rapport à un ensemble de données. Mais ensuite, ce qu'on va monétiser, c'est le coût pour préserver ce bon état. Donc, par exemple, si l'activité de l'entreprise dégrade cet état, combien ça coûte de ramener au bon état? Eh bien, c'est ça qu'on va monétiser et c'est ça qui va apparaître dans les états financiers. Et donc les liens avec la CSRD, donc ce que je vous disais, c'est que la double matérialité est au cœur même du modèle. Donc adopter CARE permet d'adopter aussi la double matérialité dans l'entreprise et donc d'être conforme à la CSRD. Que la stratégie, le modèle économique, la chaîne de valeur, en fait, c'est la base d'une analyse CARE. C'est ce qu'on fait au tout début, un petit peu comme pour ceux qui connaissent le bilan carbone, on commence par faire une cartographie des flux. Là, c'est un petit peu la même logique. On commence par faire une radio de l'état de l'existant et de comment les activités de l'entreprise impactent les entités naturelles et humaines. Et donc, en fait, cette analyse, elle peut ensuite être reprise telle qu'elle dans le rapport de durabilité parce que c'est exactement ça qui est demandé. Et enfin, elle intègre les enjeux ESG aux enjeux financiers. Et ça aussi, c'est demandé par la CSRD, c'est d'aligner le plan de transition au plan de financement. Et finalement, CARE permet de faire ça et d'aller même encore plus loin, parce que vraiment, on intègre les sujets naturels et humains aux états financiers. Donc voilà, là je vous ai mis simplement les références. Donc au niveau universitaire, c'est la chaire comptabilité écologique. Et il y a une chaire double matérialité qui va être créée également cette année et qui est liée à CARE. Au niveau associatif, c'est le CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux. Et enfin, au niveau de la formation, c'est l'Institut CGS, Comptabilité et Gestion Soutenable, qui développe des formations liées à ces sujets. Voilà, mais avec plaisir pour en discuter si ça vous intéresse et je vous enverrai toutes les références si vous voulez vous renseigner là-dessus. Donc il nous reste un quart d'heure pour les échanges. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, il y a pas mal de questions auxquelles tu as finalement répondu au cours de la présentation, mais peut-être j'en remonte certaines. Donc, tu parlais pas mal de fois du bilan carbone et il y a des questions à savoir, est-ce que du coup, c'est bien obligatoire pour toutes les entreprises soumises? Euh, et donc, ça élargit donc le périmètre d'obligation actuel sur la réalisation du bilan carbone et le changement climatique. Est-ce qu'un bilan carbone serait vraiment suffisant ou ne faudrait-il pas aller plus loin avec Acte pas, par exemple, vu les exigences demandées? Alors, donc là, ce qui est demandé actuellement, effectivement, il faut faire un bilan carbone, ou en tout cas, enfin, un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, parce que le GHG protocole, c'est actuellement le texte qui est retenu. Mais comme le bilan carbone est compatible avec le GHG protocole, il y a pas de problème à faire un bilan carbone. Euh, donc c'est pour l'instant donc les trois scopes avec juste une exemption sur le scope 3 pour les entreprises de moins de 750 salariés qui peuvent avoir un an pour reporter le scope 3. Et là, par contre, pour le scope 3, c'est bien le scope 3 du GHG protocole, donc qui est potentiellement, enfin, qui est plus restreint que celui du bilan carbone où on peut prendre plus de choses en compte. Parce que l'idée, c'est de pouvoir comparer les entreprises. Donc c'est pour ça, c'est très bien de faire un bilan carbone, on va dire, enfin, officiel, et dans le scope 3 d'aller plus loin. Mais en tout cas, pour le reporting de durabilité, il faudra respecter le périmètre scope 3 du GHG protocole. Voilà. Merci beaucoup. Quelle implication pour une filiale d'une entreprise cotée? Le reporting est à faire au niveau du groupe ou de l'entreprise? Alors oui, le reporting, il est toujours au niveau consolidé.
Et en fait, c'est la même chose que les exigences liées au reporting financier. Parce que le but, c'est vraiment d'aligner financier et extra-financier. Donc, c'est les mêmes exigences. Donc, si aujourd'hui, c'est la société mère qui reporte, enfin, qui a le document d'enregistrement universel, c'est là qu'on devra trouver le reporting de durabilité et il faudra que ce soit consolidé, que les différentes filiales soient consolidées. Des questions. Donc, est-ce qu'il y a des recommandations concernant l'analyse de matérialité prescrites par EFRAG? Alors, on doit recevoir, là, ça n'a pas encore été publié, justement, une guidance de l'EFRAG sur l'analyse de matérialité. C'est un vrai sujet parce que jusqu'à présent, l'analyse de matérialité, donc c'était par rapport aux parties prenantes, donc ce qui était matériel pour l'entreprise, qui était matériel selon les parties prenantes. Là, étant donné, par exemple, le fait qu'on peut considérer la nature comme une partie prenante, l'analyse de matérialité sera potentiellement plus large que ce qu'elle était, ce qui est fait actuellement. Mais on doit recevoir prochainement une guidance plus précise là-dessus. Super. Euh, comment choisit-on à quelle norme on répond? Alors, très bonne question. C'est vrai que ça a été bien précisé là dans le document de juillet. C'est pas parce que, en fait, c'est à l'entreprise de justifier que c'est parfaitement volontaire. En fait, il faut faire une analyse de ce qu'ils appellent l'importance. Donc, l'importance des incidences, risques et opportunités, IRO. Donc, c'est ce que je présentais sur le sujet de la double matérialité. Les risques et opportunités, c'est ce qui est lié à la matérialité financière. Les incidences, en fait, c'est un peu les impacts. C'est tout ce qui n'est pas forcément directement financier. Il faut pouvoir expliquer, surtout quand on exclut certaines normes. Par exemple, si on dit bah, la pollution, ça ne concerne pas mon entreprise, il faut pouvoir le justifier en montrant qu'on a fait cette analyse d'importance sur incidence, risque et opportunité et être capable de justifier en quoi l'activité de l'entreprise n'a pas d'incidence sur la pollution. Après, le format est relativement libre pour l'instant. Ça aussi, et c'est pour ça que parfois il faut faire attention à quand on va vous automatiser vos reportings. Alors pour certains sujets sociaux, ça peut être le cas, parce que là, c'est quand même un formalisme assez défini. Pour tous les sujets environnementaux, en fait, l'automatisation est parfois un petit peu difficile parce que ce qu'il faut justement, c'est d'abord se poser la question de si l'entreprise est soumise ou pas. Et là, il faut faire une analyse qualitative euh, et après, enfin, mais les exigences sont pas forcément très importantes, sauf pour la partie changement climatique, où là, si une entreprise dit non, non, j'ai pas besoin de déclarer sur le changement climatique, là, il faut vraiment argumenter. Enfin, en revanche, sur tous les autres sujets, c'était écrit, je crois, qu'une description brève ou succincte était autorisée. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin de justifier pendant des pages et des pages pourquoi l'entreprise n'a pas à reporter là-dessus. Merci beaucoup. Donc, prochaine question. Les entreprises européennes qui suivent les IFRS pourront choisir entre faire un reporting SDS et ESRS. Alors non, elles pourront pas choisir. Enfin, en tout cas, non, non. Les entreprises qui sont soumises à la CSRD, donc qui répondent à toutes les conditions, elles devront faire un reporting de durabilité, enfin un rapport de durabilité conforme à la CSRD. Enfin, en tout cas, ça c'est en l'état. Après, il y a des choses qui peuvent évoluer parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu lourd de faire aussi un reporting côté IFRS. Le but, c'est qu'en fait, ça soit commun. C'est ce que je vous montrais sur la partie changement climatique. En réalité, c'est assez proche et finalement, de répondre à la CSRD, ça répond déjà aux attentes de l'ISSB. Donc finalement, a priori, il n'y aura pas de charges supplémentaires. Même la CSRD permet enfin, d'avoir plus de points d'information. Mais en revanche, ce sera quand même deux supports différents. Enfin, pour l'instant. Après, il y a beaucoup de discussions en ce moment, donc c'est un sujet même. Enfin, c'est très bien qu'on se parle aujourd'hui. Au départ, l'atelier devait avoir lieu avant l'été. Finalement, il s'est passé beaucoup de choses cet été, mais il va encore se passer des choses d'ici la fin de l'année. Donc voilà, les choses peuvent évoluer.
Merci beaucoup. Donc, il y a une question, c'est pourquoi l'ISSB se bat contre la double matérialité? Il y a eu quelques réponses dans le chat, mais si tu veux. Oui, non, mais alors c'est un vaste sujet. Je sais pas, oui, s'il y a eu les réponses. Je ne les vois pas, les réponses dans le chat. Alors, je vais te dire ce qui a été dit. Hop, donc, l'ISSB, comme les IFRS, se présente comme une norme internationale, mais en fait d'inspiration très US, avec une limitation à la matérialité financière pour cause de responsabilité fiduciaire. Oui, tout à fait. Oui, oui, non, mais c'est très bien répondu. En effet, alors pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller lire la tribune récente, je sais plus, c'était la semaine dernière, d'Emmanuel Faber dans Le Monde. Donc Emmanuel Faber qui était avant PDG de Danone, qui aujourd'hui préside l'ISSB, donc qui est à la manœuvre pour la création de ce standard-là. J'ai dit que c'était pas une vision américaine parce que les États-Unis ont leurs propres normes, mais effectivement, il y a quand même une influence anglo-saxonne assez forte. Dans sa tribune, il a critiqué la double matérialité, bon, en simplifiant certains propos. Après, dans le fond, il aurait pas tort. Enfin, c'est vrai qu'on pourrait se dire que la matérialité financière pourrait suffire, mais avec beaucoup de conditions. Et en fait, beaucoup de conditions qui font que ça devient une double matérialité. Je m'explique. Si par exemple, on considérait que le fait pour une entreprise, parce que voilà, je vais vous donner un exemple peut-être pour que ce soit plus clair. Si une entreprise aujourd'hui pollue une rivière, finalement, en matérialité simple ou financière, on va prendre en compte cet impact uniquement si ça pénalise l'entreprise. Par exemple, si ensuite elle est obligée de faire des coûts de traitement plus importants quand elle va réutiliser l'eau et que donc ça a un impact. Ou alors, enfin, voilà, si ça a un impact direct sur ses finances. Mais si on considère, par exemple, que demain, il y a une réglementation qui va dire que l'entreprise est tenue de dépolluer l'eau, finalement, ça va devenir aussi une matérialité financière parce que ça pourra se mesurer. Mais finalement, et ça, on l'aurait pris en compte dans aujourd'hui ce qu'on appelle la matérialité double, parce que le fait de dégrader un système, c'est une incidence, même si on la mesure pas tout de suite en termes financiers, ça a quand même une incidence. Donc finalement, dans un monde parfait, je pense que c'est un peu ça la vision d'Emmanuel Faber, c'est de se dire que, mais c'est une grande confiance et peut-être un peu trop de naïveté dans les marchés financiers et dans le fait que tout peut se régler par les marchés financiers, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Mais effectivement, si on avait des marchés parfaits et si on intégrait tous les inconvénients, enfin toutes les externalités négatives, si tout pouvait se mesurer, ça pourrait être intéressant, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est pas le cas en tout cas à court terme. Merci beaucoup. Et il y a une question sur les sanctions. Est-ce qu'il y a des sanctions si les reportings ne sont pas réalisés? Alors là-dessus, j'ai pas vu j'avoue que je j'ai pas vu de choses passer. Je pourrais rechercher. Donc en tout cas, enfin, les entreprises vont être obligées d'avoir un OTI, donc un organisme tiers indépendant qui viendra valider. Euh, Mais je ne sais pas. C'est vrai que c'est une bonne question, même pour le bilan carbone. En fait, c'est une obligation avec pas mal d'entreprises qui ne s'y soumettent pas aujourd'hui. Je pense que ça va venir, mais là-dessus, je vous reviendrai par mail parce il faut que je regarde. Mais c'est une obligation, mais Super. après, en termes de sanctions, je ne sais pas exactement. Ok. Super, merci beaucoup. Donc, les exemptions courent à partir de la première date exigée de publication ou à partir de 2024. Alors, l'exemption, en fait, oui, donc le calendrier, c'est 2024, c'est-à-dire mes premières publications 2025, c'est-à-dire que c'est les données de l'année 2024. Donc, l'année d'exemption, ce sera l'année potentiellement 2024. Donc, ça veut dire que pour tous les sujets qui peuvent faire l'objet d'une exemption, c'est une option hein, d'ailleurs, parce que si les entreprises veulent reporter dès le début, elles peuvent bien sûr le faire. Mais donc, l'option d'exemption, elle s'applique pour toute l'année 2024. Donc, ça veut dire que quand il y a une option d'un an, dès l'année 2025, il faudra le faire. Et donc, ça veut dire que le reporting complet sera seulement en 2026. Ok. Donc, est-ce que le modèle CARE correspond à la comptabilité triple capital?
Oui, alors effectivement, il y a plusieurs noms qui sont donnés parce que le modèle CAR, c'est un des modèles qui existent. Il y en a d'autres. Alors, on dit plutôt comptabilité multi-capitaux parce que c'est pas forcément. Il peut y avoir vraiment beaucoup de capitaux naturels. C'est pas juste un capital naturel. C'est selon l'activité de l'entreprise. Il peut y avoir le capital forêt, il peut y avoir le capital eau douce, le capital climat, qualité de l'air. Enfin, en fait, c'est à chaque entreprise de définir quels sont ses capitaux. Donc potentiellement, ça peut être plus que trois. Mais oui, effectivement, ça s'inscrit dans ce mouvement des comptabilités multicapitaux ou intégrées. Super, merci beaucoup. Quels sont les éditeurs logiciels qui intègrent CARE? Alors, très bonne question. C'est en cours de développement. Pour l'instant, alors CARE est relativement récent. Enfin, c'est un modèle, je disais, qui a une dizaine d'années d'un point de vue universitaire, mais qui, d'un point de vue entreprise, pour l'instant, a surtout été développé par des cabinets d'expertise comptable. Et là, et le but aussi de ma structure, July, c'est de développer CARE d'un point de vue stratégie parce que il y a un vrai axe à développer là-dessus, parce que CARE permet de transformer les entreprises, pas uniquement, enfin disons que le but, c'est pas juste de créer des états comptables adaptés et de dire, voilà, votre activité n'est pas soutenable, merci, au revoir. C'est aussi de transformer les entreprises et de l'utiliser comme un outil de pilotage. Pour ça, on est en train de travailler à développer justement des outils. Donc aujourd'hui, la réponse, c'est qu'il n'en existe pas. Aujourd'hui, ce qui est fait, bon, c'est de l'Excel, c'est des solutions un peu manuelles, mais il y a des projets de développement en cours. Voilà, donc je pourrais vous tenir informé très prochainement là-dessus. Merci. Donc, quelle est votre analyse de la publication de Daniel Faber dans Le Monde? Oui, bah, c'était le sujet dont on parlait. Mon analyse, je pourrais vous la donner plus en détail. Et il y a eu de nombreuses publications aussi de personnes qui ont été assez choquées par cette tribune. Elle était un peu gênante parce que finalement, tout en disant qu'il voulait pas opposer les deux, en fait, il le faisait. Alors que dans le fond, on n'est pas. Enfin, en fait, c'est pas une confrontation. Alors j'espère que j'ai pas fait passer ce message parce que les deux visions peuvent coexister. La différence principale, c'est que la CSRD est plus ambitieuse. L'autre approche, ISSB, est peut-être plus pragmatique, mais en fait, on peut tout à fait avoir ces deux approches combinées et il faut pas forcément les opposer. Donc je trouvais ça un petit peu dommage en fait de présenter les choses comme ça et d'attaquer de cette façon la double matérialité avec des arguments qui en plus n'étaient pas. Il a par exemple parlé du problème des données. Et en fait, c'est un argument très facile pour dire que voilà, sur la biodiversité, il y avait tellement de données qu'on n'arriverait jamais à rien. Mais ça, c'est des arguments pour ne pas faire. Parce que, voilà, et dans ce cas-là, ça voudrait dire que finalement, on s'intéresse que au changement climatique. En fait, c'est inverser les sujets et considérer qu'on va s'intéresser à un sujet parce qu'il est facilement mesurable. Alors que c'est pas comme ça qu'on doit raisonner. C'est plutôt, voilà, si c'est important, ben, on va essayer de trouver les moyens de le mesurer. Et même si c'est pas parfait, on va avancer. Donc voilà, mais je pourrais vous faire une réponse vraiment circonstanciée à cette tribune que j'ai trouvée un peu, ouais, un petit peu dommage. Mais après, il faut pas se cacher que derrière, il y a des vrais enjeux et que voilà, c'est quand même très concerté d'avoir fait ça et avec l'idée peut-être de peser sur les prochaines décisions qui pourraient avoir lieu en fin d'année par rapport à la CSRD pour essayer de diminuer encore son impact. Merci beaucoup, Marianne. Il est 13h30. Je ne sais pas si on a entre 2 et 3 minutes de plus pour répondre encore à des questions ou sinon, je te les partagerai et on le fera par mail. Bah, comme tu veux, moi je peux rester encore deux trois minutes, mais après oui, par mail Ok, aussi. d'accord. Bah, alors, à la limite, je vous propose d'aller jusqu'à 33 et ensuite, le reste, on le fera par échange de mails. Donc, quelles sont les recommandations sur l'implémentation du reporting CSRD pour les départements financiers qui ne sont pas familiers aux normes ESG? Alors là, donc c'est pour des départements, donc potentiellement donc pour des entreprises qui ne reporteraient pas actuellement en, enfin, en NFRD quoi, des entreprises qui seraient soumises ultérieurement, parce qu'a priori, enfin toutes les entreprises qui devront être soumises à partir de 2024
sont quand même déjà un petit peu sensibles à ces sujets-là. Euh, donc, bah, ma recommandation, c'est de commencer finalement, de pas commencer par la donnée, par l'arrivée, mais de commencer vraiment par le départ, de passer par la formation. Donc, j'ai parlé de l'Institut CGS pour les sujets CARE, et il va y avoir une formation CARE et CSRD, qui peut être un bon point d'entrée pour comprendre ces sujets-là et comprendre justement comment les fonctions financières sont essentielles enfin, pour la conduite de ces changements. Et puis ensuite, c'est surtout que les directions financières travaillent avec les directions de la stratégie dans la définition du plan de transition aligné avec le plan de financement. Donc voilà, qu'elle soit pleinement impliquée dans toute la construction de la stratégie. Et qu'ensuite, tous les sujets un peu techniques d'automatisation viennent après, même s'ils sont essentiels. Et là, après, voilà, ça peut être se faire accompagner éventuellement par des cabinets spécialisés sur la collecte et le traitement des données, éventuellement donc avec une approche CARE, ce que je recommande. Mais voilà, et puis ça peut se faire tout à fait aussi en interne à partir du moment où c'est aligné avec la stratégie. Ok, super. Ben, merci. Donc la dernière question avant la fin, qu'en est-il des artisans qui ne remplissent pas les critères mais qui impactent également? Attends, pardon, Pardon. Qu'en est-il des artisans qui ne... Alors, hop, je retombe dessus. Qu'en est-il des artisans qui ne remplissent pas les critères mais qui impactent également? alors des artisans, donc ça serait des Pardon, entreprises. des entreprises voilà, qui ne devraient Ah, pas répondre à cette norme, mais qui, malgré tout, ont un impact, que ce soit sur l'environnement, la biodiversité, Non, socialement, c'est etc. une question très intéressante parce que c'est vrai que même le bilan carbone, il y a à la fois les entreprises qui y sont soumises et qui le font plus ou moins, puis il y a aussi des entreprises qui sont pas forcément soumises et qui le font parce que évidemment, enfin l'obligation réglementaire c'est une chose, mais après et c'est le sens de la présentation aussi de vous montrer que c'était aussi une opportunité de transformation. Et donc ça peut être très intéressant d'utiliser la CSRD et d'utiliser un peu ce cadre pour des entreprises qui n'y sont pas soumises aujourd'hui, mais qui pourraient l'être ensuite à l'avenir si elles se développent, voilà, comme cadre pour poser la stratégie, pour poser comment on définit les ambitions, quelle méthode adopter, le fait d'être vraiment basé sur la science pour définir des objectifs. Enfin, voilà, en tout cas, c'est un cadre méthodologique qui est très complet et qui peut tout à fait s'appliquer à des entreprises qui ne seraient pas soumises aujourd'hui. Et en plus, elles seront en avance si demain elles doivent y être soumises. Ok. Ben, merci beaucoup, Marianne. Je pense on est allé au bout du webinaire. Les quelques questions restantes, je les partagerai donc à Marianne et on vous fera un petit retour avec aussi les compléments d'information par mail dans les prochains jours. Parfait. Voilà. Ben, merci énormément, Marianne, pour ta présentation. C'était très riche. Et merci aux participants. N'hésitez pas à nous faire vos retours via le questionnaire que je vous mets tout de suite dans le chat. Et puis, ben, à très bientôt. Merci, Marianne. Merci Merci. beaucoup. Adios.